Bonsoir à tous et bienvenue sur notre plateau. Au sommaire d'À la Source ce soir, un rassemblement organisé à Paris pour soutenir les chrétiens d'Orient. À Lyon, les œuvres pontificales missionnaires réunies pour faire le point sur leurs actions. Et puis direction la Suisse où s'est tenue l'Assemblée générale des supérieurs majeurs du pays. Cyril Le Peigneux prendra le relais pour le dossier du jeudi avec ses deux invités. Cyril, c'est la crise grecque qui a attiré votre attention ? Et pour ce débat du jeudi entre confrères journalistes venus de France catholique et de pèlerins, nous nous intéressons à cette actualité qui interroge à nouveau le projet européen défendu par Robert Schuman. On connaît le lien entre le diocèse de Lyon et celui d'Erbil. Eh bien, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, se rendra dans cette ville du Kurdistan irakien ce week-end pour inaugurer la nouvelle école Saint-Irénée. Elle accueillera les enfants des réfugiés qui ont fui Mossoul et d'autres villes irakiennes depuis juillet 2014. Quand j'étais à Erbil en décembre avec monsieur et madame Mérion, on s'est aperçu qu'il y avait les enfants. Il y avait les professeurs, les instituteurs, les maîtres d'école qui étaient là, qui continuaient d'être payés par le gouvernement de Bagdad, mais il n'y avait pas d'école. Et on s'est dit, urgence numéro 1, construire une école. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans cette construction. 900 enfants qui pourront aller à l'école, les professeurs sont là. Alors on a fait appel à la générosité pour la construction de cette école et aussi pour l'achat du matériel scolaire, ce qui fait qu'on espère que les enfants auront tout ce qu'il leur faut. À Paris aussi, on se mobilise en faveur des chrétiens d'Orient. Un rassemblement avait lieu mardi soir au Cirque d'Hiver sous l'impulsion de l'ancien Premier ministre François Fillon et en présence de nombreux représentants chrétiens. Le reportage de Coraline Salvoche. Sous haute surveillance policière, ces Parisiens ont répondu à l'appel de François Fillon et Valérie Pécresse. Ce mardi soir, le Cirque d'Hiver est complet. Tous sont venus pour rendre hommage aux chrétiens d'Orient. Tête d'affiche de la soirée, François Fillon, l'ancien Premier ministre, appelle à la mobilisation internationale. Tous les États du Proche-Orient, l'Europe et les États-Unis, mais aussi la Russie et l'Iran doivent conjuguer leurs efforts pour éradiquer l'État islamique et son sinistre drapeau noir. Dans l'hémicycle, de nombreux parlementaires de droite, à l'image de Valérie Pécresse ou Nathalie Kosciusko-Morizet, les élus se succèdent à la tribune sous le regard critique des représentants religieux associés à l'événement. Nos paroles sont importantes, mais ne suffisent pas. Les chrétiens d'Orient, ceux qui sont réfugiés au Kurdistan, attendent des actes ou quelque chose de très précis pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Aux côtés de Monseigneur Golnisch, de nombreux témoins, irakiens, syriens, égyptiens, sous les applaudissements, tous dénoncent la violence et la fuite des chrétiens d'Orient. Je pense que comme chrétiens, pour nous, Dieu est amour et paix, et on essaie de lutter contre un processus de déshumanisation. Aujourd'hui, 3/4 de la communauté ou des chrétiens de Syrie qui ont quitté, il ne reste qu'un quart. Et ceux-là, donc, ce petit reste, ils cherchent aussi à partir. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur dit, eh bien, nous comme Occident, nous comme Église, comme peuple qui se trouve en Occident, on pense à vous, on est avec vous. Avec près de 2000 personnes présentes, le meeting est un succès. Il devrait notamment permettre aux associations de récolter des dons pour leurs actions en faveur des chrétiens d'Orient. Une triste nouvelle pour l'église d'Orient, le rappel à Dieu du patriarche des Arméniens catholiques, Nerses Bedros XIX Tarmouni, à l'âge de 75 ans. Il était à la tête de l'église arménienne catholique depuis 1999. Le patriarche avait demandé au pape de célébrer une messe en mémoire des Arméniens massacrés pendant la Première Guerre mondiale, chose que le pape fit le 12 avril dernier. Les missionnaires de la charité, elles aussi en deuil, avec le rappel à Dieu de sœur Nirmala Joshi. Elle avait succédé à Mère Teresa à la tête de l'ordre en 1997. Direction la Suisse maintenant, l'Assemblée générale des supérieurs majeurs religieux du pays s'est clôturée hier mercredi au cœur de l'année pour la vie consacrée. Elle avait lieu dans la ville de Bahar, au centre du mouvement des Focolari. 600 religieux et religieuses ont réuni leur charisme. Se retrouver comme ça, ça nous renforce dans cette appartenance qu'on a, dans la conscience qu'on a que c'est important que l'Église ait ces personnes qui consacrent leur vie à Dieu. De voir qu'on est un chemin tous ensemble, une joie nouvelle, une nouvelle force pour suivre le Seigneur dans le quotidien, sans fortifier dans notre vocation. Le préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique était venu du Vatican pour l'occasion. On écoute son témoignage.
Nous voyons que, en ce moment, nous sommes face à une culture qui a choisi beaucoup l'individualisme et l'individualité. L'individualité est une valeur. Mais nous pensons qu'il y a tout un chemin à faire de relation avec les autres pour avoir la capacité d'être en relation avec les autres. Et on a comme consacré la nécessité de créer ces relations entre nous avec les autres réalités de l'Église. On va parler maintenant des œuvres pontificales missionnaires, les OPM. Elles, tournées vers les terres d'évangélisation, elles n'oublient pas pour autant les autres pays, comme la France. Mardi à Lyon, elles étaient réunies en Assemblée Générale. Florent de Brito a assisté à cette réunion. Continuer à évangéliser, mais évangéliser autrement. C'est ce que préconisent les œuvres pontificales missionnaires, elles qui aident des activités d'évangélisation dans le monde. En France, aujourd'hui, 2/3 de la population se disent catholiques, mais dans ces 2/3, seulement la moitié s'affirme comme pratiquante. On prend conscience qu'un pays comme la France, fille aînée de l'Église, etc., n'est plus un pays globalement chrétien. Aujourd'hui, on s'aperçoit que des gens ont vaguement entendu parler. Ils ont dans l'idée l'église du village, mais ils n'y rentrent pas dans cette église, ou s'ils y rentrent, une fois ou l'autre, ils ne savent pas reconnaître la présence du Christ. Les œuvres pontificales missionnaires réfléchissent à une nouvelle forme d'évangélisation pour des pays d'ancienne tradition catholique, comme la France. Selon elles, il faut reprendre les bases, faire comprendre aux catholiques pourquoi est-ce qu'ils croient. C'est un retour à l'essentiel, tout simplement, du message évangélique. Un peu comme cela a été fait après les années 1800 en France d'ailleurs, avec ces fameuses missions. Un groupe de prêtres pour aller au-devant des personnes qui avaient oublié tout simplement ce que c'était que l'Église. Non pas pour les convaincre, pour être là face à leurs interrogations, pouvoir y répondre. Autre défi pour les OPM en France et en Europe occidentale, celui de la jeunesse qui délaisse de plus en plus le catholicisme. Un mot de bioéthique maintenant. Elle est peu connue, mais son pouvoir est grand. C'est l'Agence de la biomédecine, en charge des questions aussi sensibles que les greffes d'organes, l'aide à la procréation, l'embryologie ou la génétique. Dans ce cadre, certaines de ces décisions sont parfois contestées. C'est ainsi qu'hier, la Fondation Jérôme Lejeune s'est félicitée du succès de plusieurs recours initiés en 2012 pour contester la légalité de 5 autorisations de recherche sur l'embryon par l'Agence de biomédecine. Les autorisations de recherche ont été reconnues illégales par la justice, notamment par manque de consentement des parents. Bioéthique encore, les sénateurs ont rejeté la proposition de vie Claes-Leonetti sur la fin de vie. Aucun sénateur de l'opposition n'a voté en faveur de ce texte jugé vidé de sa substance par les amendements votés au Palais du Luxembourg. À droite, on a pu noter une très forte abstention. Au sein du groupe Les Républicains, 1/3 des sénateurs. Dominique Delège, sénateur d'Ille-et-Vilaine, nous donne son analyse de ce rejet et exprime ses espoirs pour la suite du débat législatif. Il y a eu un rejet en bloc, je le déplore, puisque les avancées consensuelles du Sénat n'ont pas été votées. Par conséquent, c'est le texte à cet instant de l'Assemblée qui sert de base de discussion pour la navette. Au pire, il n'y ait plus aucune modification et qu'il soit voté en l'état. Et effectivement, on a quand même un gros sujet avec cette formulation sur l'utilité de la vie. Donc j'espère au moins que sur ce point, l'Assemblée va reprendre sa copie et convenir avec nous, à minima que la formulation n'est pas heureuse, mais surtout qu'elle est excessivement grave et porteuse de dérives. Le texte repartira donc en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, qu'il avait voté à une très large majorité en mars, avant un nouveau passage au Sénat. En bref, écologie. Dans la suite de la publication de l'encyclique du pape François et en vue de la conférence mondiale sur le climat à Paris, des initiatives concrètes au sein de l'Église. Le diocèse de Strasbourg propose aux fidèles de jeûner chaque premier jour des mois qui précéderont la COP21. Au Vatican, le pape François va présider samedi un consistoire ordinaire. À cette occasion, il annoncera officiellement la date de canonisation des époux Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Selon toute vraisemblance, ce sera le 18 octobre prochain, en plein synode sur la famille.
Ce matin, toujours au Vatican, avait lieu la conférence de presse de présentation de la rencontre mondiale des familles à Philadelphie en septembre prochain. L'archevêque de Philadelphie, Monseigneur Chaput, était là, ainsi que le président du Conseil pontifical pour la famille, Monseigneur Vincenzo Paglia. La famille est un patrimoine de l'humanité entière et elle a été bénie par toutes les religions, a notamment commenté Monseigneur Paglia. C'est pourquoi la présence d'autres confessions chrétiennes et des principales religions mondiales aura une grande importance. Vie de l'Église, la fin du mois de juin correspond à celle des ordinations sacerdotales et diaconales. À l'approche de la fête des Saints Pierre et Paul, le 29, près de 70 ordinations de prêtres pour cette année. Les premières célébrations ont déjà eu lieu le week-end dernier, notamment dans les diocèses d'Aix et Arles, Nanterre et Belley-Ars, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis, samedi matin à 9h30, ne manquez pas en direct sur KTO les ordinations à Notre-Dame de Paris. Voilà, on passe maintenant à la revue de presse. Une encyclique politiquement incorrecte, c'est par ces mots que France Catholique définit Laudato Si, l'encyclique du pape François sur l'écologie, décryptage du texte pontifical dans ce numéro. La vie souffle cette année ses 70 bougies. L'hebdo revient sur les grandes étapes qui ont marqué son évolution et son regard sur le monde. Alors que nous entrons dans la traditionnelle période des ordinations sacerdotales, Famille chrétienne s'intéresse aux mamans des prêtres qui méritent toute la gratitude de l'Église. José Bové, Nicolas Hulot ou encore Hubert Reeves, nombreux sont les témoignages recueillis cette semaine par Pèlerin pour commenter l'encyclique du pape sur l'écologie. Voilà, maintenant on retrouve la chronique du jeudi. La parole est au père Bernard Devers d'Habitat et Humanisme. Face au drame des migrants, il nous invite à substituer la loi de l'amour à celle anonyme du marché. Bien, je vous adresse tout d'abord mon salut le plus cordial. Cette chronique aujourd'hui, je voudrais l'orienter vers précisément cet appel du pape au regard des migrants, de ces hommes, de ces femmes, mais aussi de ces enfants qui, au regard de leur terre devenue inhospitalière, sont appelés en fait à rechercher une hospitalité. J'entends bien toutes les questions, bien sûr, mais lorsqu'on est de visage à visage, lorsqu'on rencontre ces hommes et ces femmes, là finalement, nous sommes appelés à trouver un certain nombre de réponses. Et vous vous souvenez de la parole du Christ. Lors de la multiplication des pains, finalement, il y avait aussi un découragement de la part, en fait, des disciples. Et Jésus va leur dire, il va nous dire, eh bien, donnez-leur vous-même à manger. Nous sommes appelés à une responsabilité. Je viens de voir un film tout à fait intéressant, en fait, La loi du marché. Et cette loi du marché, c'est une loi précisément, une loi anonyme. Il y a cet homme Thierry, qui après 20 mois de chômage, recherche un travail qu'il ne trouve pas. Et pourtant, ce travail est absolument nécessaire. Il a un enfant handicapé. Il va accepter un travail. Ce travail qui, finalement, on le sent complètement exploité. Sur un plan moral. Et là, il va dire non. Et on voit cet homme aussi partir un exil ou un exode. C'est peut-être une invitation au regard précisément de toutes ces lois du marché, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre loi, celle de l'amour? Peut-être allez-vous me dire, mais en fait, vous êtes complètement utopique. Et oui, peut-être, sans doute. Mais précisément, cette utopie, ce lieu à faire naître, n'avons-nous pas, au regard de notre foi, à le susciter? Merci beaucoup, Père, et à très bientôt. Place au dossier, je vous retrouve mardi prochain. Alors la Grèce et sa dette sont encore au cœur de l'actualité avec ses négociations interminables avec l'Europe et le Fonds monétaire international. Trouver un accord demeure une gageure. D'un côté, le gouvernement grec a été élu sur un programme anti-austérité. De l'autre, les créanciers sont peu enclins à un compromis et souhaitent plutôt récupérer leurs billes. Alors au-delà de l'issue de cette négociation, se pose en creux la question de l'identité de l'Europe dont nous débattons avec Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Bonsoir. Bonjour Gérard. Et Benoît Fidelin, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir. Et bienvenue. Alors première question, messieurs, faut-il sauver le soldat grec? Oui, je le pense, moi-même. Mais alors évidemment, j'ai quelques difficultés à m'en expliquer parce que je ne suis pas économiste. Et nous sommes en face de logiques qui ont du mal à rentrer en symbiose. Mais déjà, il faut le sauver.
Oui, il faut le sauver. Il faut le sauver aussi, Benoît? Oui, je pense qu'il faut sauver le soldat grec, hein, en mémoire notamment de la déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, hein, qui était un grand chrétien et qui disait « L'Europe, elle existera grâce à des solidarités de fait, des choses concrètes. » Lui, il a choisi le charbon et l'acier, mais aujourd'hui, il faut choisir de partager, de prêter, de rendre des espèces sonnantes et trébuchantes pour faire vivre cette communauté, un beau mot, européenne. Alors, vous parlez de solidarité, c'est la question là actuellement? Oui, la solidarité qui se heurte aux lois de cette Europe que Schuman n'avait pas engendrée. En quelque sorte, la loi de la concurrence, la loi du marché, la loi d'une Europe dominée par l'Allemagne aujourd'hui, avec, bon, je ne veux pas reprendre le discours de Mélenchon, anti-allemand, mais quand même, bon, il y a de fait une domination allemande en ce moment de l'Europe, et cette domination va à l'encontre du sauvetage de la Grèce. Et de fait, nous trouvons devant deux langages qui ne coïncident pas. Le langage du nouveau pouvoir grec, on sait que un certain nombre de séances ont été un peu pénibles parce que on ne parlait pas de la même langue. Il faut dire aussi que la Grèce est un pays à part. Et on devait le savoir, d'ailleurs, les dirigeants européens le savaient très bien quand on a accueilli la Grèce, qu'on avait un pays qui n'avait pas les mêmes structures mentales, qui n'avait pas la même culture, qui n'avait pas la structure d'un État moderne, d'une nation moderne. Donc la Grèce, ça serait pas l'Europe? Alors, la Grèce, c'est l'Europe. On a voulu l'arrimer à l'Europe. Contrairement à vous, Gérard Leclerc, je ne parlerai pas de domination allemande. Je partirai simplement de respect de règles du jeu. On fait une Europe commune. On essaye de tous s'astreindre à des règles du jeu. Dans cette règle du jeu, il y a des choses qui devraient être élémentaires, c'est qu'on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on gagne. Or, la Grèce est un pays, moi j'ai eu la chance d'y aller il y a 20 ans, faire un long reportage, elle présentait déjà les mêmes défauts. C'est un pays où il y a 5 millions d'habitants, où il y a 900 000 fonctionnaires, où les impôts ne rentrent pas. Alors, il y a 11 millions d'habitants maintenant, hein, oui. Depuis le reportage. Non, il y a 11 millions d'habitants, et il y a près d'1 million de fonctionnaires, 10% de la population, et les impôts ne rentrent pas. Première chose. Deuxièmement, il y a un pays qui vit en grande partie grâce aux importations de biens et de services, un pays qui vit largement au-dessus de ses moyens depuis très longtemps, dû, comme vous l'avez dit très justement, à des rentes de situation, à des exonérations fiscales, dont bénéficie notamment l'Église orthodoxe, à une situation ubuesque complètement. Donc on se trouve face à un pays qui vit largement au-dessus de ses moyens. L'Europe, c'est vrai, n'est pas exempte de reproches dans la mesure où elle a continué à prêter de l'argent à ce pays, sachant qu'il allait vers le défaut de paiement, qu'elle a continué à lui vendre des armes à prix très très fort pour son budget national jusqu'au dernier moment, et qu'une grande banque américaine l'a aidé à maquiller ses comptes. Alors, avant de poursuivre, voilà, pour rebondir sur votre propos, on va tout de suite écouter un prêtre catholique qui fait partie de la minorité des catholiques en Grèce, puisque c'est à peu près 50 000 personnes. On l'écoute tout de suite. Premier mois après l'élection du nouveau gouvernement, il y avait un enthousiasme. Mais après 3 ou 4 mois qu'on a vu que ce n'était pas possible de concilier les promesses du gouvernement avec la situation réelle avec l'Europe, l'enthousiasme est fini, je peux dire. Et on souffre maintenant d'une angoisse pour le futur de la Grèce. Nous sommes d'accord qu'il faut payer ses dettes, mais remarquez que le peuple même grec n'est pas 100% responsable pour ces dettes. Nous pensons que les vrais responsables sont les politiciens grecs, mais aussi les politiciens européens qui ont accepté, ont facilité, disons, les politiciens grecs à faire de dettes insupportables. Une réaction, messieurs? Oui, écoutez, on l'a dit, là, on a certainement continué au niveau de l'Europe, à continuer à grever ce budget par les ventes d'armes. On a continué à accorder des lignes de crédit à un pays qu'on savait difficilement solvable. Ça, c'est très juste. Cependant, quand même, il y a depuis 40 ans les mêmes familles politiques qui sont au pouvoir en Grèce, vous l'avez dit, avec une corruption endémique, aucune fiscalité efficace, ça c'est quand même très important. Et puis, il y a quand même eu maquillage du budget européen, c'est-à-dire que les Grecs n'ont pas donné à Bruxelles, alors qu'on est tous autour de la table, des comptes qui étaient sincères. Donc c'est quand même très important.
Et il ne faut pas aller chercher le bouc émissaire là où il n'est pas, je pense. Alors Benoît, là, à vous entendre, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que donc en Europe du Nord, on est vertueux et puis travailleur, et l'Europe du Sud, la Grèce notamment, on est tricheur et paresseux? On peut dire ça, mais c'est évidemment caricatural. Mais c'est vrai qu'il y a de fortes disparités entre le Nord et le Sud, a fortiori avec la Grèce. On vient de le dire. La Grèce comment dirais-je, n'est pas un pays moderne, n'est pas une nation moderne. Il y a des disparités aussi. C'est aussi un des problèmes. C'est que, effectivement, il y a des gens qui bénéficient d'une rente de situation, mais il y a aussi des pauvres. Et c'est un des problèmes actuels, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qui trinque le plus? C'est les pauvres. Parce que l'austérité dont on nous parle, comment elle se traduit? Eh bien, elle se traduit par exemple par un défaut de soins médicaux pour les pauvres. Et par ailleurs, quand même, moi, avec toutes les précautions nécessaires, je constate quand même que le programme européen n'a pas abouti jusqu'ici à sortir la Grèce de la dette. Au contraire, la dette n'a fait que s'accroître avec les médications européennes. Alors ça pose quand même un problème. Alors l'Europe, c'est pas la panacée? Alors, d'abord, sur la réponse au nord, travailleurs, au sud, je pense que c'est pas si vrai que ça. À l'ouest, les Irlandais, ils ont monté, qu'ils sont solidaires et qu'ils ont su travailler. C'était difficile, mais ils ont résout le problème. Et c'est là qu'on a le vrai problème. C'est que la Grèce est exonérée d'efforts qu'ont fait le Portugal, les pays baltes, l'Espagne et l'Irlande, et qui sont arrivés aujourd'hui à assainir leur situation. C'est vrai, au prix d'austérité, au prix de vraies difficultés sociales qui, comme vous l'avez dit, ont été terribles en Grèce, parce que ce sont toujours les mêmes qui ont payé. Des chiffres ont été rendus publics il y a un mois. Ils montrent que ce sont tous ceux qui avaient des revenus déclarés qui ont le plus payé, notamment les retraités, notamment les salariés du privé, mais que des pans entiers de la Grèce n'ont pas souffert. D'autre part, attention au trompe-l'œil, même s'il y a des terribles problèmes sociaux, notamment dans le domaine de la santé, il y a énormément d'argent noir qui circule dans ce pays, qui rendent les statistiques difficilement crédibles. Messieurs, à votre avis, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au projet européen pour réussir, et notamment pour réussir à pallier les impérities grecques? À mon sens, il y a la compréhension vraie de la situation grecque. C'est que la Grèce ne sortira pas de ces difficultés sans effectivement des réformes radicales. Il faudra que les Grecs deviennent de véritables, comment dirais-je, citoyens assujettis à l'impôt, ce qui n'est pas le cas. On a dans bien des cas un sentiment une situation d'ancien régime, avec l'Église orthodoxe qui a d'immenses propriétés, mais qui en même temps a des charges dans l'ordre social, etc. Donc, si on veut que la Grèce réagisse comme un pays normal, comme un pays du Nord, eh bien, il va falloir changer profondément ces structures, disons, archaïques. Moi, je pense que ce qui nous manque, c'est un accord gagnant-gagnant, que l'Europe, aujourd'hui, dirigée par Juncker, qui a fait énormément d'efforts, essaye de comprendre la situation en Grèce, est en train de faire gagnant-gagnant, c'est-à-dire, il faudra qu'on débloque toujours de l'argent, mais qu'on arrive à restructurer, c'est-à-dire à abandonner une partie de la dette grecque. Je vous rappelle que les créanciers privés ont déjà abandonné plus de 70%, qu'il reste encore plusieurs dizaines de milliards à la charge des États. Donc d'une part, on n'échappera pas à une restructuration de la Grèce, mais en échange, gagnant-gagnant, il faut que la Grèce fasse, comme vous l'avez dit, des réformes structurelles sur l'impôt, que ça devienne un pays où on ait le sens du bien commun, voyez-vous. Et si on arrive à mixer les deux, on en sortira par le haut. Alors j'ai bien compris, messieurs, il faut sauver le soldat grec. Merci de nous avoir partagé votre vision, votre analyse, celle de vos médias respectifs. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com, comme tous nos excellents programmes. Et rendez-vous avec toute l'équipe mardi prochain. Bonne soirée à tous.